Yes. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça tombe bien parce que vous êtes ici sur une table d'hôte et on se disait qu'il n'y avait pas meilleur outil, meilleur véhicule qu'une table d'hôte pour passer des histoires. Vous êtes bienvenue, bien évidemment. Eddy Fouché, politologue à ses côtés, membre aussi des agriculteurs au Bucœur. C'est beau ça, non? Compagnon de route, disons. Compagnon de route, ouais. Surtout quand on leur greffe un cœur de cochon. Alors, pour ouvrir le débat, on laisse la parole à Monsieur Orsena. Monsieur Orsena. Bonjour. Alors, il se trouve que par les hasards de la vie et pas mal de manigances, j'ai réussi à être élu à l'Académie française et c'était au fauteuil de Pasteur. Donc honnêtement, j'y connaissais rien du tout. Et donc pendant longtemps, à la place du chef, j'avais un prix Nobel qui me disait comment as-tu pu arriver là? T'es nul. Donc j'ai un peu appris des trucs. J'ai fait une biographie de Pasteur, j'ai travaillé sur les moustiques, j'ai travaillé sur les cochons, etc., sur ces questions-là, qui m'intéressaient depuis toujours parce que j'étais prof d'économie des matières premières. Donc j'ai longtemps travaillé sur ces questions-là. Voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui au 200e anniversaire de la naissance de Pasteur, 1822. Et donc Pasteur, et je vais être rapide, mais Pasteur, au fond, a commencé sa vie par être chimiste. Il était donc à l'école normale et c'était la chimie, son affaire. Et il s'est intéressé à la place des atomes dans l'espace. C'était des matières qui avaient le même nombre d'atomes, mais à l'époque on ne savait pas qu'on pouvait avoir la même matière mais avec des places différentes des atomes dans l'espace. Et c'est la première fois où il invente une sorte de science qui intègre l'espace dans le nombre des atomes. Mais très vite, ayant été admiré pour ça, on lui propose à 32 ans d'ouvrir une nouvelle université qui se trouve à Lille. Et à Lille, il y a des problèmes. Parce qu'à Lille, il y a des brasseurs et il y a des gens qui s'occupent du jus de betterave. Et ces jus de betterave, à certains moments, ils déraillent. Ils viennent acides et ils regardent un peu ça. Et il se dit pourquoi. Et jusqu'à présent, on avait une sorte de description des phénomènes sans savoir les causes. Et il va commencer une longue série d'exploration qui le fait beaucoup ressembler au commissaire Maigret. Parce qu'au fond, il cherche le serial killer. Et il va sur place. Il ne reste pas dans son laboratoire. Donc, il regarde un peu, il voit des petits bâtonnets. Ce sont des levures, c'est-à-dire des champignons unicellulaires. Et il va commencer à travailler là-dessus. Il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme il est originaire de Dole et puis d'Arbois, le vin aussi a le même problème. Donc, il repère aussi des petits animaux, là, animalcules, qui sont responsables de ça. Et ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que ces deux premières batailles, c'est pour la bière et le vin. Et puis après, le ministre de l'Agriculture l'appelle et lui dit, on a un problème avec les vers à soie, qui tombent de malades, tous, avec des petits points noirs sur le corps. Et ils produisent plus de ça, ils commencent à mourir. Ce qui est un drame pour toute la vallée du Rhône, la côte ouest de la vallée du Rhône, notamment l'Ardèche, qui vivait de ça. Drame absolu. Donc il doit trouver une solution. Donc il s'installe à Alès avec sa famille, avec ses petites filles, et il regarde pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et il découvre assez vite que ces petits points noirs ne sont pas le symptôme de l'épidémie, mais la cause. Car c'était là où il y avait les petits champignons qui étaient là, qui commençaient à tuer les vers à soie. Et qu'il voit que les deux causes, c'est ça, là, les champignons et l'hérédité. C'est-à-dire qu'une femelle malade va transmettre. Donc il sauve le ver à soie. Immédiatement après, on lui dit, bon, bah, puisque vous savez faire ce genre de choses, eh bien regardez, on a une autre maladie qui s'appelle le charbon, anthrax en anglais, qui est le charbon et qui frappe plutôt les bovins et plutôt de temps en temps les chevaux. Et donc là aussi, en concurrence avec un Allemand qui s'appelle Koch, et il va voir quel est l'agent meurtrier. Et il va le découvrir. Et alors c'est très intéressant parce que
on disait il y avait des champs maudits. Et c'est-à-dire les bêtes qui étaient dans ces champs-là, ils mouraient. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est là qu'on enterrait les animaux malades. Et en plus, dans ces champs, il y avait de la végétation qui coupait les lèvres des animaux quand ils ruminaient. Et c'est par là que l'épidémie arrivait. Donc, ce qui est très intéressant, c'est non seulement l'élément pathogène, mais le milieu. Ensuite, il y aura le choléra des poules, et puis on arrive à le moment que tout le monde connaît, c'est évidemment l'histoire de la pasteurisation. Alors tout le monde connaît. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que toute cette longue partie, il est uniquement vétérinaire, et même les 2 années, beaucoup trop rapidement pour ses collaborateurs, où il va s'intéresser à la rage, eh bien, il va tester ses traitements avec les chiens. C'est pour ça que quand arrive à l'été 85, le jeune Joseph Meister qui a été mordu, ses collaborateurs disent non, pas question de le traiter, nous ne sommes pas prêts. Et lui, il dit ça fait rien, on y va. Donc on lui donne le virus de la rage qui est un peu comme ça, anesthésié un peu, et puis de plus en plus virulent, avec une angoisse terrible durant tout l'été 85, parce que si jamais ça ne marche pas, il est mort. Il est mort. Et alors, il y a des batailles pour savoir, est-ce que c'est lui qui a trouvé, est-ce que c'est pas lui? Il y a quelqu'un qui s'appelle Galtier, qui avait été bien avant, qui avait utilisé de la moelle de lapin, parce que ça se diffuse beaucoup plus vite, etc. Je n'entre pas dans les détails. Et c'est à partir de ce moment-là que, évidemment, il va, comme c'est sa renommée devient mondiale, il va soulever des fonds, enfin lever des fonds un peu partout, il va créer l'Institut Pasteur, et tout de suite, il va donner une dimension internationale. C'est-à-dire qu'il y aura des collaborateurs comme Yersin, qui va trouver évidemment le ministre de la responsable de la pêche, etc., un peu partout, au Vietnam, en Tunisie, on continuera, voilà. C'est extraordinairement résumé. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, c'est pas lui qui a tout trouvé, c'est-à-dire les vaccins, c'était même avant Jenner, et que il était assez compliqué comme caractère, mais que personne n'a jamais quitté son équipe tellement c'était intéressant, et qu'il savait faire travailler les gens ensemble. Et en plus, le roi de la com. Parce que imaginez ce que c'est à l'époque, quand il veut montrer qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et il a ce génie, parce que c'est un expérimentateur aussi, de faire les ballons à colle de cygne. C'est-à-dire quand vous avez un ballon droit, toutes les petites bactéries peuvent tomber. Quand vous avez un col de cygne, non. C'est-à-dire que quand vous avez un ballon droit, très vite le liquide s'y trouve. Quand vous avez un col de cygne, non. Ça veut dire que c'est en fait endogène. Et enfin, on protège comme ça de l'invasion. Donc c'était, vous voyez, beaucoup de choses. Alors il ne faut pas lui donner trop déjà, c'est beaucoup. Et voilà ce qui se passe. Alors maintenant, on continue. On n'a pas été efficace avec le vaccin, on est d'accord. Mais dans des tas d'autres domaines, ils sont en première ligne. Je vais vous donner quelques petits exemples. Premièrement, la découverte de deux des gènes co-responsables de l'autisme. Travail énorme sur le microbiome et travail énorme sur les maladies dégénératives. J'ai fini. Eric, merci. Merci. Ah, il a soif déjà. Eric, merci d'avoir campé le sujet. On est rassuré parce que, tu es toujours un excellent conteur, et 2, on est sûr que c'est toi qui as écrit ce livre qui est là. Bon, c'est une boutade. Non, mais tout à fait. Ceci étant... Tu me diras que j'ai écrit tellement de livres que d'autres ont signé, et je peux donner des noms. Bon. Merci. Oui, je crois que Pasteur a été un véritable bienfaiteur, et je commencerai non pas par l'agriculture, mais chronologiquement, parce que je suis de formation historienne. Alors, Eric raconte des histoires, moi je suis censée raconter plutôt l'histoire chronologique. Alors, c'est un bienfaiteur de l'alimentation d'abord, parce que Eric Lely, il a commencé par l'étude des fermentations. Et Pasteur n'a pas inventé tout.
effectivement, il savait qu'il y avait déjà plein de choses qui étaient dites, mais ce qu'il a fait, c'est de démontrer scientifiquement, méthodiquement, la réalité, l'explication des choses. Alors pourquoi est-ce que les fermentations se passaient plus ou moins bien? Alors d'abord sur le jus de betterave, puis sur le vin, eh bien, il a compris que c'était justement ces animalcules. Et donc il les a déterminés. Et il a montré qu'il n'y avait pas de génération spontanée. Alors, vous venez de raconter les ballons. Je crois que c'était même son maître Ballard qui avait inventé ces trucs-là. Donc, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais il a fait la démonstration exacte pour montrer qu'il n'y avait pas de génération spontanée. C'était quelque chose de un débat très vif depuis pas mal d'années. Et à partir de là, il montre que aussi bien la bière que le vin, on peut réussir à avoir une bonne fermentation si on étudie au fur et à mesure la façon dont ça se passe pour voir qu'il n'y a pas une mauvaise bactérie et pour aussi pasteuriser. C'est-à-dire élever à une température entre 60 et 100 ou 60 pendant quelques minutes, et ça permet de... Alors il paraît que ce sont les Hongrois qui auraient inventé le terme de pasteurisation. Mais ça montre une chose, c'est qu'immédiatement, à travers toute l'Europe, on a trouvé que c'était quelque chose de formidable et que la pasteurisation s'est divulguée un peu partout. Et donc, aujourd'hui, on l'a abandonné pour le vin et pour la bière, mais Carlsberg est un des grands, comme on dit, de ceux qui vantent le mérite de Pasteur parce qu'il a sauvé son entreprise. Voilà. Donc, il est d'abord un microbiologiste et il a... Alors, oui, justement. C'est la propagande pour la bière. Je vais voir un peu ce que vous avez fait. Donc, je le connais bien. Et ce qui me frappe, depuis tout ce temps-là, c'est-à-dire la fin des années 70, j'ai pas arrêté de voir les agriculteurs s'adapter. Aucun autre secteur ne s'est autant adapté. Et aucun autre secteur n'a été autant insulté. Et c'est insupportable. Insupportable. Donc à chaque fois, parce que depuis ce moment-là, j'étais, mon tout petit niveau, à leur côté pour leur dire, attendez, qui vous nourrit? Et c'est encore la même chose. Et en discutant avec le ministre, je racontais encore que vraiment, cette histoire des baguettes à 29 centimes, ça m'a paru le sommet du mépris. Du mépris. Et que les agriculteurs, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, et ils le font, mais il faut bien se dire aussi que les consommateurs ont leur rôle. Parce que tout ce qui a de la valeur doit avoir un prix, et que diminuer dans les budgets de 30% à 11% la valeur de l'alimentation, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on peut voir la qualité, mais en même temps on n'est pas prêt à payer le prix. Donc ces questions-là, il faut aussi mettre les consommateurs devant leurs responsabilités. Donc qu'on mette de la science, mais évidemment que oui. Tous ces reportages de photos où on célèbre l'agriculture d'avant, avec des mecs de 85 ans avec une dent, bac -18, avec les femmes qui n'avaient aucun statut, en disant que c'était tellement mieux avant, c'est insupportable de dire ça. Et donc quand j'arrive ici et que je vois la ferme digitale, avec tous ces gens, la plupart du temps jeunes, qui apportent des solutions et qui unit toutes les techniques les plus pointues. Donc il se trouve que, en tant que membre de l'Institut, je m'intéresse énormément à la forêt de Chantilly, parce qu'on est propriétaire de la forêt de Chantilly, qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les vignes? Je suis membre du bureau de l'Académie du vin de France. Et alors, vous avez l'augmentation des températures, vous faites quoi? Vous irriguez ou non? Vous changez de cépage ou non?
Parce que, évidemment, on ne peut pas avoir du vin de table à 17-18 degrés, alors on fait quoi? Etc. Donc, et tous ces gens, ils sont là. Avec la météo très très fine, exactement ce que vous disiez. Donc, l'agriculture, c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que j'aime tant l'agriculture. Ça plonge dans les plus grandes traditions, et c'est sans doute le secteur qui allie, justement pour répondre à ta question, le vivant et la technique. Et que si on n'allie pas la technique au vivant, c'est quoi la médecine? C'est quoi la médecine? C'est quoi les ARN qu'on a trouvé là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Et de quoi il s'agit? Du vivant. Donc le vivant, pour continuer avec les périls, mais c'est ça, cet alliage exceptionnel que nous avons, toujours plus de menaces et toujours plus de solutions. Si vous voulez rester au pays des menaces, libre à vous, c'est pas mon choix. Et en dehors du prix, il y a un autre point qui correspond à une évolution que je trouve terrible de nos sociétés. C'est pas la question de temps, d'argent, c'est la question de temps. De temps passé à l'agriculture et c'est-à-dire au produit de l'agriculture, c'est-à-dire à l'alimentation. Quand je vois ce que ma mère, Virgule, qui travaillait, Virgule, et d'ailleurs mon père, parce qu'on était lyonnais, tout ça, donc ça peut-être passait du temps à préparer et du temps à table. Pour moi, cette table ici, et on le montre là, c'est un espace d'hôte, c'est joli hôte. C'est un lieu d'apprentissage, de vivre ensemble. On commence d'échanges, de respect. Et respect, tu ne manges pas la bouche pleine, tu ne parles pas la bouche pleine sur un homme comme ça, etc., ça vaut mieux. Et donc, toutes ces questions. Donc, cette question-là, c'est une question de temps. Et on est dans une société où, toujours plus vite, pourquoi? Pour passer plus de temps en passif devant les écrans. Donc c'est ça cette question. Donc moi j'attaquerai, vous avez absolument, je vais modifier mon langage sur ce point, c'est moins une question d'argent qu'une question de temps. Mais une question du temps, c'est ça. Parce que c'est d'abord une question du temps et une question du virtuel par rapport au réel. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu dans la même ligne. C'est que les statistiques des pratiques culturelles montrent qu'on fait de moins en moins de musique soi-même, de moins en moins de théâtre, et qu'on consomme. Pourquoi je défends la lecture? Parce que la lecture est une co-construction. On voit tous le même film. Chacun de nous lit un livre différent. Parce qu'on apporte son imaginaire. Donc on arrive à une société, non pas de connexion, mais de solitude juxtaposée. C'est une question d'argent, de temps, c'est aussi une question de modèle culturel, c'est-à-dire qu'on a le modèle culturel américain où la nourriture ne vaut rien, donc on peut l'acheter, on peut en manger 2 fois trop, et donc le problème de l'obésité, et puis on peut gaspiller. On gaspille énormément, alors que moi, il y avait un colloque cette semaine sur les déchets, comment recycler les déchets, et on va vouloir recycler tous les déchets. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des poubelles énormes. Moi, j'ai vraiment des petites poubelles parce que je suis comme vous. J'ai appris à faire, puis maintenant j'ai plus de temps, donc je fais mes cuisines, j'épluche les légumes, c'est très long et c'est pas valorisant, je suis d'accord, mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un des rares points positifs, peut-être. L'exclusivité Agri demain. Merci, Président Lefort. Et alors, la tête me gonfle parce que après 7 jours, je vais revenir au travail. Merci. On continue, cher Gilles, ce débat. On va le finir en beauté. Non, mais l'école est finie. Je voulais rajouter un mot sur cette table d'hôte. Je trouve que Agri demain relaie parfaitement le courant international qui a reconnu au patrimoine de l'UNESCO la gastronomie française, enfin non pas la gastronomie, mais le repas à la française. Donc c'est un moment de vie, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, c'est un moment de vie très important. Le seul où on puisse se parler tous ensemble, et c'est très triste quand les gens vont se servir dans le frigo et ça redonne à la fois de la vie sociale et aussi de la valeur à la nourriture. Et c'est dommage que cette nourriture n'ait plus de valeur parce que on peut la... Comme le disait le président de la République l'autre jour en inaugurant le salon, ça n'a pas résolu les problèmes de pauvreté. Donc c'est
Voilà, donc merci beaucoup à Audrey Demain de pouvoir orchestrer et remettre ça en valeur. Merci beaucoup. Et alors, il est urgent, étant donné les spectacles déprimants et mortifères de la table de Poutine, avec ces deux militaires ridicules de l'autre côté, il faut réhabiliter la table. Et donc raccourcir sa table. Pour qu'on puisse se parler. On est nombreux. On est tous là. On est nombreux. Et il y a un taux de militaires assez faible, ce qui me convient. En tout cas, heureux de pouvoir tous vous avoir retrouvés. Je pense que la symbolique du Salon des Retrouvailles, on n'a jamais été autant dans cette symbolique-là. On a passé un bon salon d'agriculture. Peut-être que les chiffres qui tomberont demain soir montreront une plus faible participation. On a eu une participation très qualitative. Ça, c'était quand même important, avec une joie de vivre, des gens qui avaient envie de revenir échanger avec les agriculteurs, avec les éleveurs, avec les maraîchers, avec les vignerons. Et donc, on a vraiment passé un joli salon d'agriculture. Je pense qu'on avait tous envie de se retrouver. Dans la symbolique, le symbole est toujours important. On s'est quitté il y a 2 ans, le samedi. On nous a annoncé la fermeture du salon d'agriculture une journée avant la fin. On est parti vers les premières vagues de confinement. On s'est retrouvé dans une situation que personne n'aurait pu imaginer. Et 2 ans après, on rouvre le salon d'agriculture. Le lundi, on a le droit de faire tomber les masques. On rééchange. Donc vraiment un bon moment d'échange, un bon moment de convivialité. Je pense que c'était les maîtres mots. On a eu le prix de la convivialité pour notre salon d'agriculture. Donc c'était vraiment aussi ça dans les symboles. C'est toujours aussi important. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être venus sur le salon d'agriculture, d'avoir pu échanger avec nous, d'avoir pu échanger avec les consommateurs, avec les visiteurs. Et puis encore une fois, merci au chef. Félicitations. Continuez à mettre en avant nos produits. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la production. Merci beaucoup.